23h sur RTI 1. Madame, monsieur, bonsoir. À présent, les titres de ce journal. Top départ à Abidjan pour la 11e revue annuelle des réformes de l'UEMOA. 3 jours d'échange pour passer en revue la mise en œuvre des politiques communautaires. La Côte d'Ivoire affiche de solides performances avec un taux d'exécution de 87,78%. Ambiance détente mais aussi défi à Port-Bouët, la promenade du front de mer très prisée des Abidjanais souffre de son succès. Déchets mobiliers détériorés, équipements abîmés, le district s'active pour redonner tout son éclat à ce joyau en bord de mer. Et puis en France, rebondissement dans l'affaire Nicolas Sarkozy. Après 20 jours derrière les barreaux, l'ancien président est libre. Une liberté sous contrôle judiciaire en attendant son procès en appel prévu pour mars 2026. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On ouvre ce journal avec un grand rendez-vous qui se tient au bord de la lagune Ébrié, la 11e revue annuelle des réformes de l'UEMOA, des travaux pour évaluer les performances des États membres et la Côte d'Ivoire fait bonne figure, deuxième du classement avec un taux de mise en œuvre supérieur à 87%. Reportage Léon Pau. 72 heures, soit le 12 novembre, pour connaître celui des 8 États membres qui respectent les orientations de l'UEMOA. L'évaluation porte pour 2025 sur un projet communautaire de plus de 2 milliards de francs CFA et 145 tests réglementaires, dont 14 nouveaux, notamment dans les domaines du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'eau, l'environnement. À cet égard, je tiens à exprimer ma reconnaissance aux hautes autorités de la Côte d'Ivoire pour leur engagement manifeste renouvelé et pour le respect constant de leurs obligations vis-à-vis de l'Union. Cette reconnaissance au regard de la performance 2024 de la Côte d'Ivoire, deuxième après le Burkina Faso avec environ 88% sur un indice moyen de 30% de mise en œuvre des 132 directives de l'UEMOA. Des avancées significatives ont été relevées dans plusieurs domaines et secteurs, notamment l'approfondissement du marché commun avec un taux de mise en œuvre de 89,58% et la gouvernance économique et convergence avec un taux avoisinant 91%. Instituée en 2014, elle veille au respect des orientations de l'Union pour une meilleure intégration économique et sociale. La revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA est à sa 11e édition. Comment dynamiser les échanges dans la sous-région? C'est tout l'enjeu de la foire internationale de Lagos au Nigeria, un rendez-vous clé pour repenser le commerce entre pays de la CEDEAO et booster les opportunités locales. Mahama Traoré et Lamine Dramé nous y emmènent. Foire commerciale internationale de Lagos, édition 39. Des centaines d'entreprises exposantes venues de plusieurs pays, tout comme des artisans et commerçants particuliers venus promouvoir et trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits. Et ce ne sont pas les opportunités qui manquent dans cette ville de plus de 20 millions d'habitants, surtout pour les exposants créateurs de mode. Il y a beaucoup de connexions avec les personnes ici. Il y a beaucoup de clients, alhamdulillah. Les opportunités d'affaires sont déjà sur le qui-vive. Il y a beaucoup de B2B, il y a beaucoup d'échanges qui se font et je suis très optimiste par rapport à ça. On a déjà eu de bonnes visites et on espère que ça sera positif. Mais ça ne peut être que positif parce que les gens étaient vraiment contents de voir les dames travailler, contents de toucher le coton. Vraiment, c'était vraiment un bon retour. Ce clin d'œil aux artisans de la mode de la sous-région est une initiative de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est cette année le partenaire institutionnel de la Foire commerciale internationale de Lagos. Un partenariat qui vise à promouvoir les échanges commerciaux entre les pays de la sous-région. Le Nigeria est le plus grand pays de la région et la Côte d'Ivoire également vient après le Nigeria. Le potentiel entre les deux pays est énorme et nous voulons, n'est-ce pas, donner un contenu concret à ce potentiel.
Si cela venait à se concrétiser, la Côte d'Ivoire et le Nigeria contribueraient ainsi à hisser le taux du commerce intra-régional, aujourd'hui estimé à moins de 15%. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'organisation en marge de cette foire d'un forum sur le commerce et l'investissement par la CEDEAO. Acteurs et décideurs échangent sur les obstacles à lever. Il faudrait que les banquiers commencent à ouvrir des fenêtres pour qu'on analyse d'autres types de garanties que les garanties classiques qui existent aujourd'hui. Parce qu'au niveau, disons, régional, vous allez avoir des lignes énormes de financement mis à notre disposition, mais après, c'est freiné par le système d'octroi qui est mis en place aujourd'hui. La CEDEAO va créer bientôt un conseil des hommes d'affaires de haut niveau qui vont parler aux chefs d'État, donc c'est un cadre de dialogue aux États et qui vont parler d'abord aux États, mais parler entre eux pour trouver des solutions que nous allons implémenter. Parce qu'une des solutions se trouve au niveau du secteur privé. La deuxième chose que la CEDEAO va faire, nous allons digitaliser le processus de libre circulation des marchandises en faisant en sorte que les douanes soient interconnectées. Nous allons faire aussi en sorte que les certificats d'origine soient digitalisés pour aller plus vite et plus loin. Et nous allons avoir un accent particulier, comme je dis, sur les femmes et les jeunes pour les inciter à jouer un rôle dans le futur de notre région. Le forum sur le commerce et l'investissement s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives du cinquantenaire de la CEDEAO. De l'économie à la diplomatie, la Côte d'Ivoire poursuit son engagement. Au-delà des frontières, l'ambassadeur Hervé Touré a présenté ses lettres de créance au roi Frédéric X du Danemark, un partenariat tourné vers l'énergie verte commenté par Walter Amadouata. Au palais d'Amalienborg, à Copenhague, le général de brigade Touré Hervé est reçu officiellement. Il est venu prendre fonction en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire auprès du royaume du Danemark. La cérémonie de présentation des lettres de créance s'est déroulée dans un cadre solennel et hors des caméras. Cela en présence du roi Frédéric X. Au cours de l'entretien privé qui a suivi, le diplomate ivoirien et le souverain danois ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale. Les discussions ont porté sur plusieurs domaines prioritaires, la santé, la transition énergétique, les énergies renouvelables, la technologie, l'éducation et l'agriculture durable. Le nouvel ambassadeur a mis en avant les atouts économiques et politiques de la Côte d'Ivoire, tout en invitant le roi Frédéric X à effectuer une visite officielle à Abidjan. Cette nomination intervenue le 23 avril 2025 en Conseil des ministres marque un nouveau chapitre des relations ivoiro-danoises placé sous le sceau de la coopération et de l'innovation. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Danemark, créée en 1969 sous l'impulsion du président Félix Houphouët-Boigny, poursuit ainsi sa mission de promotion des intérêts ivoiriens dans la région scandinave. Voilà, on y va avec l'un des grands rendez-vous de la planète, la COP30. C'est à Belém, au Brésil, que les débats sur le climat viennent de s'ouvrir. Plus de 190 pays autour de la table pour évaluer les engagements de l'accord de Paris. La Côte d'Ivoire participe à ces échanges. Nos envoyés spéciaux, Grace Kando et Adam Sangaré, suivent les débats sur place. On regarde. Les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques sont réunis à Belém au Brésil dans le cadre de la 30e conférence des parties COP30. La Côte d'Ivoire est également présente à ce rendez-vous. La délégation est conduite par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, représentant du président de la République. Cette rencontre vise à accélérer l'action climatique à travers la mise en place de financements verts, de politiques durables pour freiner la déforestation et garantir la pérennité des ressources marines. Les attentes de la Côte d'Ivoire à ce sommet mondial sur le climat sont nombreuses. La Côte d'Ivoire a une stratégie climat que nous avons rénovée il y a peu. C'est nos CDN 3.0. Ce sont nos engagements climatiques, les dispositions que nous voulons prendre pour protéger nos populations contre les effets du changement climatique. L'un des points forts de cette participation, c'est de présenter cette CDN 3.0. Nous avons également élaboré un portefeuille de projets que nous allons présenter aux partenaires demain. Il s'agit de dire à nos partenaires, aux bailleurs de fonds, ce que nous voulons, où nous avons mal et les médicaments que nous souhaitons avoir pour pouvoir guérir. Pour le représentant du président de la République,
La question du financement doit être au cœur des priorités à cette COP30. Il était donc question de leur demander de réaliser les engagements qu'ils ont pris à bas coût. Les 1 300 milliards, ce n'est pas trop payé pour ce qu'ils ont fait à l'humanité. Et c'est cela notre combat depuis que nous sommes là. Nous essayons de voir les uns et les autres pour leur dire qu'il faut mettre en application les 3 I. D'abord, implémentation. Ce qu'on a décidé maintenant, il faut l'appliquer. Inclusion. Et puis ensuite, innovation. La lutte contre le changement climatique est dynamique. Donc, il faut s'enforcer le métier honnête, mais il faut d'abord commencer par respecter les engagements qu'on a pris. Pour rappel, la Côte d'Ivoire, dans ses nouvelles contributions déterminées au niveau national, s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 33,07% d'ici à 2035, correspondant à 52 millions de tonnes équivalent CO2. Qui dit climat dit aussi météo et la Côte d'Ivoire ne reste pas en marge. La Sodexam passe à la vitesse supérieure avec 30 nouvelles stations météo dans le nord du pays. Elles ont été équipées pour mieux anticiper les effets du changement climatique. Les précisions de Lanciné Bakayoko. Des ordinateurs, des onduleurs, des serveurs, des systèmes de sauvegarde par disque dur connectés et réseau. Des équipements offerts à la Sodexam par le projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales. Équipements qui sont destinés à l'installation de 30 stations météorologiques dans 11 régions dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cet équipement va renforcer les capacités opérationnelles de la Sodexam sur le segment météorologie, qui est notre mission à nous. Et donc ce matin, n'est-ce pas, sera déployé sur l'ensemble de ces stations, de sorte que nous puissions avoir pratiquement des données avec beaucoup de précision. Avoir des infrastructures météorologiques résilientes est devenu une urgence au regard des changements climatiques qui dérèglent les saisons agricoles et modifient les opportunités économiques dans le nord. Les données climatologiques aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a comme niveau de quantité d'eau qui tombe dans une zone bien donnée en termes de vitesse de vent. Donc toutes ces données-là peuvent permettre non seulement d'améliorer la réalisation des infrastructures, mais également contribuer aussi aux prévisions sur tout ce qu'il y a dans le domaine rural et agricole. Le matériel technologique offert a coûté près de 100 millions de francs CFA, mais le projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales mobilise 347 milliards de francs CFA. L'initiative est portée par le gouvernement de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Après les nuages, place au grand air marin et pour cela, mettons le cap sur Port-Boué. La promenade du front de mer, joyau du littoral, attire toujours autant les Abidjanais. Mais derrière le décor des défis de propreté et d'entretien, les autorités locales se retroussent les manches pour lui redonner éclat. Didier Nguessan nous y emmène. La promenade du front de mer de Port-Boué. Cet espace de détente offre un cadre aménagé aux riverains pour leurs activités récréatives, de quoi épanouir les sportifs amateurs. Footing, football ou basketball, chacun y trouve son compte. C'est une très belle initiative qui fait que souvent, les samedis soirs et les dimanches soirs, pendant les week-ends, les jeunes du quartier de Port-Boué viennent jouer au foot, d'autres viennent pour faire du sport. Ce cadre aménagé nous permet de nous divertir sainement. C'est un environnement comme si tu ne veux pas perdre le temps au quartier, tu peux venir aussi t'asseoir ici, discuter un peu avec des amis. Ça, le monde, tout ça, ça nous encourage à parcourir quelques sports. Ces jeunes footballeurs ont transformé le parking de la promenade en aire de jeu. Nous, on n'a pas un terrain fixe ici, on est obligé de jouer ici. Ici, c'est un parking. Ici, vous avez même au moins pensé à nous pour mettre au moins 2 terrains ici, ça va nous faciliter la tâche. Mais comme ça, souvent même, on joue, on a des ballons qui se cassent sur la route. En tout cas, c'est bien fait, mais il manque un petit détail pour nous. Entre espace vert et mobilier urbain, la promenade attire une population en quête d'environnement propice au repos, à la réflexion. Ce riverain y vient humer les frais de la brise marine. C'est très beau, voilà, le cadre est meilleur et puis bon, on peut inviter des amis ici. Cet environnement est aussi convenable pour conter Fleurette à son amoureuse. La flèche de Cupidon y fait de nombreuses victimes de tout âge. D'abord, nous remercions l'État pour le cadre qu'ils nous ont offert. Bon, ça nous va droit au cœur. Quelques doléances en faveur de la salubrité de la promenade. On rencontre aussi un peu de problèmes avec la population.
parce que partout on voit des chassés et c'est pas joli. Parce que ça peut servir aussi pour les cérémonies, hein, des mariages, d'autres peuvent tirer les photos. Par le passé, même mon grand frère s'est marié, c'était très joli, moi c'était pas sale comme ça. On est venu, on a fait des photos, c'était très joli. À défaut de trouver l'amour à la promenade, certains y trouvent le sommeil. Malgré les klaxons de la circulation, ils parviennent à tomber dans les bras de Morphée. Si ce promeneur est aussi à son aise, c'est parce qu'il peut compter sur la sécurité de l'espace. Elle est confiée par le district autonome d'Abidjan, initiateur du projet, à un opérateur privé. Joseph et ses collaborateurs veillent au grain. Position pour moi, non loin de la vérité. Nous sommes là pour la sécurité des personnes et des biens matériels. Maintenant, les personnes qui viennent dans le jardin, ils ont des portables, ils ont de l'argent. Donc nous aussi, on fait leur sécurité. Ils sont aussi en charge de l'hygiène de la promenade. Que nous sommes à bord de mer. La mer rejette les résidus, les sachets d'eau. Voilà. Donc quand ça vient, nous, on a mesure de mettre le site en bon état pour que ceux qui y viennent soient à l'aise. Qui nous aide à arranger le coin, à entretenir le coin. Une fois fini de manger, il peut avoir les sachets, il met ça sur place. Quand nous on vient passer, on ramasse. Joseph annonce dans les prochains jours l'acquisition et l'installation de matériel et équipements de salubrité sur le site. Avec l'effet de la mer, les poteaux électriques installés le long de la promenade deviennent corrosifs. Puis, ces équipements sont pillés par les vandales. Conséquence, la promenade du front de mer de Port-Bouët n'est plus électrifiée depuis quelques mois. Quand tombe la nuit, il est impossible d'y pratiquer des activités nocturnes. Ce projet, dont la seconde phase reste à réaliser, devrait à terme constituer un attrait touristique pour le district autonome d'Abidjan. À présent, je vous livre ce communiqué de la CEI. La Commission électorale indépendante CEI rappelle aux partis et groupements politiques ainsi qu'à tout citoyen désireux de faire acte de candidature à l'élection des députés à l'Assemblée nationale que la période de réception des dossiers de candidature, ouverte le 31 octobre 2025, prendra fin le mercredi 12 novembre 2025. La CEI tient à préciser que l'accès aux locaux de l'institution sera formellement clos à 20h heure de rigueur. La CEI invite l'ensemble des potentiels candidats et formations politiques à faire preuve de civisme et de responsabilité afin de contribuer au bon déroulement de cette importante étape du processus électoral communiqué signé par le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Et pendant que la CEI s'organise, le COJEP affiche ses ambitions pour les législatives 2025. Son message est clair, construire la paix par le dialogue politique. Roxane Ambaché et Franck Wadio. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples sera de la partie pour les législatives. Le COJEP réaffirme ainsi à l'issue de son congrès politique extraordinaire sa volonté de participer activement au débat démocratique au niveau national. Fidèle à notre foi dans la force du vote, j'annonce solennellement que le COJEP participera pleinement aux prochaines législatives à venir. Je crois fermement dans l'alternance par la voie du jeu démocratique. Je continuerai d'appeler nos concitoyens à faire le choix de la voie du courage, de la paix et de la responsabilité. Le COJEP, après la présidentielle, fait le bilan de sa présence aux côtés de la candidate du MGC Simone Yves Gbagbo, une collaboration assumée tout en n'occultant pas de féliciter le président Alassane Ouattara pour sa réélection. Les résultats définitifs prononcés par le Conseil constitutionnel ont fermé les rideaux sur l'élection présidentielle d'octobre 2025. Comme vous pouvez le savoir, diriger, c'est faire des choix. Diriger, c'est aussi assumer les conséquences de ces choix. À l'endroit du président de la République, son excellent Alassane Ouattara, vainqueur déclaré de l'élection présidentielle d'octobre 2025, je voudrais, à ce micro, lui exprimer toutes mes félicitations au nom du COJEP. Une dynamique donc du porteur de paix. La démarche du COJEP qui entend demeurer une force de proposition prônant la réconciliation, la paix et la justice sociale.
Réforme de la commission électorale indépendante, clémence pour les marcheurs et acteurs politiques incarcérés, plusieurs thèmes abordés par Charles Blé Goudé face à la presse. Et puisque la paix reste le socle de toute action politique, la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer sa journée nationale de la paix, un moment fort chaque 15 novembre pour rappeler l'importance de la fraternité. Alexis Ouedraogo revient sur ce chemin de réconciliation et d'espérance. Au lendemain de la crise post-électorale de 2011, la Côte d'Ivoire se lance dans un pari audacieux. Reconstruire la nation, rebâtir la paix. Très vite, des institutions sont mises en place pour prendre en charge victimes et bourreaux. La promotion de la paix devient le credo. Ferdinand Kouassi, plus connu sous le nom de Ouachar Kedjebo, était un exilé de la crise post-électorale de 2011. Il fait partie des premiers à avoir regagné le pays à l'appel du gouvernement. S'il n'y avait pas la volonté manifeste du président Alassane et tout son gouvernement de rassembler à nouveau les Ivoiriens dans ce pays, moi qui vous parle, Ouachar Kedjebo, je ne serais pas à Abidjan. C'est à faveur de la main tendue du président que nous sommes revenus du Ghana. Beaucoup d'autres personnalités, après nous, au début, nous étions là, c'était à la phase expérimentale, nous avons pris la main du président. Beaucoup ont hésité, mais notre arrivée a démontré que nous n'avons pas eu tort. Alassane Ouattara a respecté sa parole. Depuis, sa vie a repris son cours normal. Ferdinand a regagné sa place au sein de la société. Pour lui, il y a eu véritablement une démarche pour rassembler les Ivoiriens. Aux premières heures des initiatives de réconciliation nationale, Mariatou Koné était en charge du département ministériel. La vision du président Alassane Ouattara, c'est une vision de rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de notre pays. Une vision qui s'est traduite dans son premier programme de gouvernement qui était le Vivre Ensemble. Nous avons donné des prises en charge médicales. Nous avons procédé à des réparations sous forme monétaire. Nous avons également organisé des activités génératrices de revenus. La deuxième grande action, c'était les dialogues intercommunautaires. Permettre aux gens de se parler. Se parler, ça guérit. Près de 300 000 Ivoiriens étaient sortis du pays. Nous avons organisé des missions gouvernementales d'information, de sensibilisation au Libéria, au Ghana, dont l'objectif était de faire connaître aux réfugiés la situation réelle de notre pays et de susciter leur retour. Cette mission-là a été importante. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Des rumeurs qui effrayaient ceux qui avaient l'intention de rentrer en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est cette même industrie de création, de fabrication de rumeurs, et ce n'est pas bien. Libération des prisonniers des crises post-électorales, retour des exilés, réinsertion de ces derniers dans l'appareil de l'État, la Côte d'Ivoire solidaire aura posé des grands pas pour sa paix. Quand le président Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2002, je fais partie des premières personnes qui sont sorties du pays avec mes enfants. Je suis allée à Londres. Le peu de temps que j'ai passé à Londres, j'ai compris qu'un seul jour en exil, ce n'était pas bon. On sait quand on est parti, mais on ne sait pas quand on va revenir. Et quand on est dans la rue, on a peur de tout. On ne sait pas si on est suivi, on ne sait pas si on va nous agresser. On se fait beaucoup de films dans la tête. Et c'est pour cela que j'ai pris à cœur cette mission pour faire revenir mes frères et sœurs, parce que vivre l'exil, un seul jour d'exil, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et le président de la République l'a si bien compris qu'il a axé ses premières actions sur le retour des réfugiés, sur la réconciliation nationale, sur le renforcement de la cohésion. Et je pense que nous devons aujourd'hui lui dire merci. Une démarche incluant aussi un dialogue politique qui a vu le 4 mars 2022 la signature du rapport final consacrant les travaux engagés. 21 partis, groupements de partis politiques et 26 organisations de la société civile y avaient pris part pour que seul prévale l'intérêt supérieur de la nation. Les actes qui ont été posés par le président, peut-être ça, je sais pas, les gens ont l'impression que c'est normal, mais pour nous qui au quotidien travaillons sur ces questions, c'est exemplaire, c'est exceptionnel. Regarder à l'intérêt supérieur de la nation, tendre la main toujours un peu plus pour reconstruire, consolider la paix, un exercice pour chaque citoyen. Faisons en sorte de ne pas détruire ce que nous avons obtenu. Chaque Ivoirien
avant de poser un acte destructeur pour le pays, doit penser, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est une bonne chose? Avant, pendant, après les élections, nous demeurons frères et sœurs. Au moment où le pays conforte sa place dans le concert des nations, consolider les acquis en renforçant l'unité nationale reste le gage de lendemain meilleur. Tourner la page, aller de l'avant pour bâtir une nation, une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Voilà un beau reportage signé Alexis Ouedraogo. La foi s'invite aussi dans ce moment de reconnaissance nationale. À Kaniasso, une journée de prière a été organisée en l'honneur du président de la République, Alassane Ouattara, pour saluer ses actions de développement dans la région du Folon. Reportage d'Oussangaré. Les populations de Kaniasso, dans la région du Folon, dédient une journée de prière et d'hommage au président Alassane Ouattara. Une journée pour exprimer leur reconnaissance à celui qu'elles considèrent comme l'artisan de la transformation de leur localité. Aujourd'hui, notre commune est reliée à Odiné, 40 km, en moins de 20 minutes, nous sommes déjà là. On ne peut pas dire qu'on n'a pas bénéficié, on a bien bénéficié de l'argent du chef de l'État. Et ensuite, on a fait la réouverture de plusieurs voies qui étaient déjà fermées. Et on a aménagé encore beaucoup de dallos pour faire des ponts de passage. Aujourd'hui, quand il pleut, quelle que soit la saison, il n'y a pas de coupure de route. Donc toutes les routes fonctionnent. Et tout ça, c'est le chef de l'État. Au plan de la santé, sur 14 villages, il ne reste que 4 villages qui n'ont pas de centre de santé. Ici, dans la sous-préfecture de Kaniasso, nous avons déjà 4 collèges de proximité. 100% du taux d'électrification. Nous rassemblons toute la région dans son entièreté, les imams et les chefs de village de 88 villages à l'effet de faire des bénédictions pour le président de la République. Présent à la cérémonie, Gaoussou Touré, ministre-gouverneur du district du Denguélé, a exhorté les populations à multiplier les prières pour le chef de l'État. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, l'ensemble de la Côte d'Ivoire est d'accord que c'est un grand chef et qui a posé des actes qui resteront dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, c'est en 2010 que Kaniasso a été érigé en département. À travers cette mobilisation à Kaniasso, les populations réaffirment leur attachement au président Alassane Ouattara et leur volonté d'accompagner son action. On reste avec nous, Sangaré, pour un tour d'horizon de l'actualité internationale au Mali, au Gabon et en France. Les écoles ont rouvert ce lundi après 2 semaines d'interruption. La suspension des cours était liée à une sévère pénurie de carburant provoquée par le groupe djihadiste du Jenim. L'activité reprend progressivement dans les établissements primaires, secondaires et universitaires. Nicolas Sarkozy est sorti de la prison de la Santé après 20 jours de détention. La Cour d'appel de Paris a décidé de sa libération sous contrôle judiciaire. L'ancien président, poursuivi dans l'affaire du financement libyen, présumé de sa campagne de 2007, a l'interdiction de quitter le territoire et de contacter plusieurs protagonistes du dossier. Ouverture ce lundi à Libreville du procès de Sylvia Bongo, de son fils Noureddine et de plusieurs proches. Ils sont accusés de détournement de fonds publics et d'abus de pouvoir. Le procès doit durer toute la semaine. L'ex-président Ali Bongo, renversé par un coup d'État en août 2023, n'est pas concerné par ces poursuites. Et voilà, c'est la fin de ce 23h. Merci de votre fidélité. Nos journaux sont à revoir sur RTI Play et RTI Info. On se retrouve demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.